Canal 9 et le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève vous présente l'Antidote. On parle beaucoup de santé physique, mais qu'en est-il de notre santé mentale ? Nous sommes tous susceptibles de développer un jour ou l'autre un épisode douloureux. En Suisse, une personne sur 3 fera un burn-out, une personne sur 10 est touchée par une dépression. Comment trouver un équilibre, être attentif à ce qui ne va pas, parler de ses souffrances et oser demander de l'aide, comme on le ferait pour un mal de dos ou une douleur abdominale ? Parler de santé mentale, c'est aussi la déstigmatiser, assumer le fait que nous sommes tous fragiles et vulnérables, porter un regard plus juste et bienveillant sur notre psyché, être conscient que l'on peut guérir ou se rétablir, que rien n'est figé. J'arrive à cacher en fait, à cacher mon boulot. Karine Larcinesi est comptable pour l'entreprise de son mari, qui compte aujourd'hui environ 60 employés. Elle prend aussi des mandats à titre d'indépendante et elle travaille depuis la maison. Hop. Voilà, c'est bon. Ah, ok, à tout à l'heure alors. Merci. Ça c'est une liberté, mais c'est aussi une sacrée contrainte. Hein. Le Natel qui permet de travailler à domicile, d'avoir tous ses mails, d'être joignable au début pendant 8 heures, après 9 heures, après 10 heures par jour, puis après, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Il y a des moments où j'envoyais mes messages à 4 heures du matin, les gens me disaient « mais tu envoies les messages à 4 heures du matin ?» Alors je montais, je disais « non mais en fait j'ai un logiciel qui les envoie au milieu de la nuit. » Quand on y repense, j'étais obligée de faire ça parce qu'après sinon les gens... ils me disaient, mais pourquoi tu bosses à 4 heures du matin ? Ils ne comprenaient pas, mais on est dans une spirale où on n'arrive pas à s'arrêter. En fait, on a besoin de quelqu'un qui nous sorte de là. Cette maladie, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous retire nos responsabilités, qui nous retire tout ça et puis qui nous freine, parce que de soi-même, on continue. Le minuteur, parce que du coup, moi j'oublie. Karine est tombée malade de trop travailler, jour et nuit. Elle a fait un burn-out, malgré un métier qu'elle adorait. Je vais retourner ton lapin, parce que sinon... Voilà. Chaque minute, en fait, était consacrée au travail. C'était des trucs de fou, quoi. Genre, on se lave les dents en lisant un article. Toutes les minutes sont propices à s'occuper d'un dossier. Vous n'aviez pas de pause, vous n'aviez pas de temps mort? Ah non, parce que dans ma tête, je me disais, il y a encore ça à faire, La comptabilité, il y a des échéances comme la TVA, les salaires, les bilans. Il y a toutes ces échéances-là qui sont très importantes et qui sont des grosses responsabilités. Les gens, ils comptent sur vous. Et du coup, j'étais en permanence avec ces échéances dans la tête, et ce qui fait qu'il y avait tout le temps quelque chose à réfléchir, et puis il n'y avait pas un seul temps mort. Non, mais c'était... De plus en plus, en fait, j'ai pris sur les heures de sommeil, jusqu'au moment où je me suis plus du tout endormie. J'arrivais plus à m'endormir, en fait. Alors du coup, qu'est-ce que je faisais ? J'allais retravailler, parce que forcément, je me disais, je vais encore vite finir ça, puis après, je reviendrai me coucher. Et puis c'est de là que ça a commencé à descendre, jusqu'au moment où le corps il peut plus, quoi. Mais ça a quand même duré 6 mois. 6 mois, vous dormiez plus du tout ? Plus du tout, ouais, plus du tout. Je dormais plus du tout. Puis jusqu'au moment où un médecin enfin m'a dit, mais en fait, c'est vrai que quand on fait c'est votre travail, quoi. Vous avez beaucoup trop dans la tête, votre cerveau il s'arrête jamais. Et du coup, pour dormir, il faut que le cerveau il lâche. Donc on va l'aider à lâcher. Et ça passe par des médicaments. J'ai plus pu conduire pendant 2 mois. J'ai plus eu de téléphone pendant 2 mois. Donc j'étais couchée pendant tout ce temps. Je traînais et tout, mais incapable de faire quelque chose.
Parce que, comme le dit le mot burn-out, j'étais vidée, j'étais brûlée, voilà, il fallait tout se reconstruire. De manière générale, quand les patients viennent, c'est que soit ils ont remarqué eux-mêmes qu'il y avait des soucis qui sont généralement d'un certain nombre. On peut citer les troubles du sommeil, des difficultés à trouver le sommeil, des ruminations, le fait de se poser beaucoup de questions par rapport à sa situation. Et il y a tout le pan de la tristesse et l'anxiété, le fait de se trouver triste, de ne plus avoir de plaisir à faire des choses qui habituellement nous apportent du plaisir ou des envies. Il aura fallu 2 ans à Karine pour se remettre de ce burn-out. Aujourd'hui, Karine voit cet épisode marquant comme un accident de parcours. Elle soigne désormais sa santé psychique au quotidien. Elle a mis en place des éléments qui lui servent dans la vie de tous les jours. Je fais à manger à mes enfants à midi, donc ils rentrent à manger à midi. Donc ça m'oblige de faire les commissions, de préparer à manger, d'être prête quand ils arrivent, d'être à la maison, d'être disponible pour eux. Voilà, je ne vais pas travailler le soir, j'allume pas mon téléphone portable avant d'avoir fini mon petit déjeuner, je ne vais pas déjeuner devant l'écran, je reste déjeuner ici dans ma cuisine. Donc je mets cette discipline en place pour éviter parce que je pourrais replonger. Hein. Ici. Il faut ce fameux 3 x 8, quoi. Il faut 8 heures de boulot, il faut 8 heures de repos. Et il faut 8 heures d'autre chose, on mange, on a du sport, on a des interactions avec la famille, etc. Et de faire cet équilibre, c'est hyper important. Ah bah, c'est rigolo. L'histoire de Karine nous montre que nous sommes tous concernés par la santé mentale, que nous pouvons tous être fragilisés à un moment de notre vie et qu'il faut trouver des moyens personnels pour en prendre soin. J'ai raconté que... Dans ce même sens, les cantons romans et du Tessin, avec la Coraspe, qui regroupe des associations qui œuvrent toutes pour la santé psychique, ont créé une plateforme web d'information appelée santépsy.ch. La santé psychique fait partie de la santé en général. La santé psychique, on en parle moins facilement que de la santé, des autres problèmes de santé. On a un peu l'impression qu'il y a les malades psychiques d'un côté, puis sinon la santé psychique n'existe pas. Donc l'idée, c'était aussi d'apporter un message en disant ça nous concerne tous. On peut avoir une fois un problème de santé psychique sans forcément que ça débouche sur une maladie psychique durable. Et puis on peut effectivement aussi être atteint durablement dans sa santé psychique tout en préservant une bonne qualité de vie. C'est pour toute personne qui, à un moment donné, en fonction de ce qui se passe dans sa vie, parce que quelqu'un, par exemple, a perdu son emploi, et puis peine à retrouver un emploi, et puis se sent peut-être un peu en perte de vitesse, un peu déprimé, n'ose peut-être pas forcément en parler, parce que c'est quelque chose qui ne se dit pas forcément facilement, que cette personne-là puisse, sur Santé Psy, d'abord trouver une information qui lui dit oui, ça peut arriver, que quand effectivement on perd son emploi, ça peut affecter la santé psychique, mais c'est aussi possible d'être aidé et de s'en sortir très bien. Au service de psychiatrie de liaison, les urgences accueillent des patients qui présentent des souffrances importantes, une détresse existentielle parfois avec des envies suicidaires. Les spécialistes travaillent depuis des décennies pour déstigmatiser cette médecine et pour faciliter l'accès aux soins pour que ces personnes viennent consulter plus vite et sans a priori. C'est vraiment le sens de la déstigmatisation des pathologies du champ de la santé mentale. C'est qu'au fond, les gens viennent nous voir comme ils viennent pour une douleur abdominale. J'ai l'impression que c'est en train d'arriver, que c'est quelque chose en tout cas qui, en 2017, est beaucoup plus fréquent qu'il y a 20 ou 30 ans et qu'il y a un changement dans les mentalités par rapport à ça. L'autre aspect, c'est qu'on peut venir aux urgences psychiatriques, on est pris en charge, mais après, le traitement va s'arrêter chez nous, dans le centre d'urgence psychiatrique. Ce qui est important à dire, c'est qu'une crise va commencer, va débuter, mais qu'une crise va aussi s'arrêter et va se résoudre. Et ça, c'est au fond un message très fort qu'on donne aux patients quand ils viennent. Ce n'est pas de banaliser le symptôme ni banaliser le trouble présenté, mais c'est de donner l'espoir et aussi le message en disant ça va aller mieux et vous allez vous en sortir. Ce qui est quand même le cas pour la grande majorité des patients qu'on voit et qu'on accompagne aux urgences. La santé mentale est un continuum, au fond, entre d'un côté aucun symptôme
ou quelques symptômes extrêmement minimes, et de l'autre côté, une pathologie psychiatrique caractérisée. Tous les patients qui viennent nous voir aux urgences ne souffrent de loin pas tous d'une pathologie psychiatrique avérée. Par contre, souffrent tous d'une certaine souffrance psychique et demandent de l'aide pour une problématique donnée à un moment donné. Tout comme la santé physique, la santé psychique se soigne et se guérit bien. C'est une médecine très personnalisée, complexe, qui implique d'écouter et de comprendre le patient dans son ensemble, de lui apporter de l'aide ciblée. C'est de rompre l'isolement. Au fond, c'est de pouvoir ne pas rester à ruminer sur ses propres difficultés. À titre d'exemple, pour la problématique suicidaire, on sait que pour les gens qui font des tentatives de suicide, quand ils sont pris en charge, quand ils sont aidés et quand ils sortent d'un certain isolement, ils vont mieux après. Ils nous le disent. Ils regrettent souvent leurs gestes et ils se rendent compte que finalement, ils n'avaient plus tellement d'autres choix que celui de mettre fin à leur jour, mais que quand on rouvre l'éventail des choix qui sont possibles, finalement, ils voient les choses différemment. Donc, l'aide qu'on peut apporter aux patients est réelle. La plus grosse difficulté qu'on a, au fond, c'est de permettre un accès aux soins qui soit le moins stigmatisé possible par rapport à la chose psychique. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il est beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. J'ai 60 ans. Dès l'âge de 14 ans, j'ai connu ma première dépression majeure. J'ai d'ailleurs fait 3 semaines d'hôpital à ce moment-là. J'avais arrêté l'école 3 mois, je ne voulais plus y retourner. Bref, je me terrais à la maison. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. La crise ayant passé, j'ai continué mon cursus scolaire normalement. Pour ensuite assez rapidement me marier, donc à l'âge de 22 ans. Et entre ces 14 ans et l'âge de 22 ans, les choses allaient finalement assez bien. Mais dès le mariage, j'ai senti que peut-être des responsabilités nouvelles, des enfants qui sont arrivés assez vite, ont fait que j'ai perdu pied assez rapidement. J'ai entendu quelque chose récemment d'un médecin américain à qui on avait posé la question et j'ai trouvé intéressant la simplicité de sa réponse puisque on lui demandait qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre tristesse et dépression. La dépression, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et je trouvais assez significatif, en tout cas très parlant de l'état dans lequel on peut se trouver dans ces moments-là. État qui fait qu'on n'a plus d'issue. Donc il y a un film intérieur négatif qui s'est mis en place et qui a des effets terribles dans le sens où on peut avoir par moments des idées suicidaires assez importantes. Bernard Frémont enchaîne les épisodes dépressifs qui peuvent durer 2 à 3 mois et qui sont récurrents, année après année. Mais depuis 5 ans, Bernard a réussi à trouver un équilibre dans sa vie. Il ne prend plus de médicaments depuis 2 ans. Et lorsqu'on lui parle de guérison, il nous parle plutôt de rétablissement. J'ai pu lâcher prise par rapport à la guérison. Et aujourd'hui, je ne parle plus de guérison. Mais par contre, il y a un autre concept qui me paraît extrêmement important. C'est celui du rétablissement. Moi, j'aime bien dire que le rétablissement, c'est on rétablit un équilibre. Un équilibre qui est très fragile. Mais si on arrive à rester, à accepter d'abord qu'on est dans cet équilibre fragile, à ce moment-là, on peut justement, là je suis en phase avec l'attention qu'on porte sur cet équilibre et que par moments, je suis en déséquilibre et qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour rétablir l'équilibre.
Et de cette manière, ça m'évite de rechuter vraiment. Je crois que ça y participe aussi. Et puis voilà, je suis pas guéri, c'est pas grave. C'est juste que peut-être je suis un homme normal et je suis un être humain et que effectivement les pertes d'équilibre ont été très spectaculaires, mais que c'est comme ça. Et vraiment, il y a un accueil aujourd'hui de cet état-là qui fait que ça fait partie du tout. Au fil du temps, Bernard a appris de sa maladie. Il a construit une boîte à outils dans laquelle il met des éléments personnels qui l'aident à se sentir bien, comme le sport, la musique, la méditation de pleine conscience. Il a aussi développé une sensibilité à reconnaître les signes de la dépression chez lui, les noires pensées. Il porte aussi un regard sur les effets qui le mettent en difficulté, comme la fatigue ou l'alcool. Ouais, il y a 5 ans en arrière, j'étais un dépressif. Aujourd'hui, j'ai des états dépressifs, mais j'aime bien avoir l'image des nuages qui passent, qui se manifestent. Et puis, je suis pas seulement ça, je suis tellement autre chose. Les gens qui viennent nous voir pour des difficultés psychiques ont des réponses. Ils ont des réponses, ils ont des solutions. Donc on sert des fois simplement de miroir où on leur montre plutôt un chemin qu'un autre et un chemin qui peut-être était inexploré jusqu'à présent. Ils ont des ressources qui ne sont pas toutes des ressources identiques pour chaque individu, mais qui appartiennent à chacun et qui sont souvent oubliés dans une partie de leur conscience, je dirais, et qui n'ont qu'à être mis plus en valeur ou plus en avant par rapport à leur situation de vie. J'ai cette chance de pouvoir m'occuper de ma petite fille. Il y a quelques années, je ne pouvais pas me projeter dans ce rapport-là avec un enfant, parce que avec trop de peur qu'à un moment donné ça se coupe et que je puisse plus assumer ça. Là, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, je crois qu'on partage bien ça. Frère Jacques, frère... Bernard est aujourd'hui modérateur dans une association de patients atteints de troubles bipolaires et de dépression. Il a aussi mis son expérience à profit dans une démarche de père praticien. Tout comme Yanis Meklowski, il a été formé à la première volée de père praticien en 2013. Une profession à part entière exercée par des personnes qui ont suivi un parcours de rétablissement et qui mettent aujourd'hui leur expérience au service des autres. C'est un peu comme ça que je pensais. Parfois, il faut faire un travail de passerelle, parfois un travail presque de traduction ou de médiation. Il faut parfois expliquer sans aucun mépris pour le travail des autres professionnels, mais parfois il faut expliquer plus profondément, plus intimement le vécu des personnes en souffrance psychique aux professionnels, leur donner vraiment ce point de vue-là. Et inversement, il faut parfois expliquer aux patients, aux usagers, ce que veulent faire et pourquoi les professionnels agissent de telle ou telle manière. Yanis travaille dans le milieu hospitalier. Il a regroupé les pères praticiens dans une association qu'il préside aujourd'hui. Dominique Fry est en formation pour devenir père à son tour. Chacun veut faire de sa maladie une expérience positive dans leur vie, faire en sorte qu'elle serve à aider les autres. C'est pas l'objectif à mon avis de la formation, mais ça m'a énormément appris sur énormément de choses, sur moi-même. Et peut-être la première chose, ça m'a fait changer mon rapport à la maladie. Jusqu'au jour de la formation, pour moi la maladie, je la vivais d'un point de vue parfaitement négatif. Et la formation, ça a été très concrètement la première fois que j'ai accédé à quelque chose grâce à la maladie. C'était pour la première fois quelque chose de positif dans ma vie. Et ça s'est confirmé par la suite, j'ai eu un emploi pour la première fois grâce à ma maladie. Donc même si à mon avis ce n'est pas un remède qu'il faut appliquer plus généralement,
Il n'empêche que ça m'a permis de changer ce point de vue et de me dire, en fait, ça m'a apporté aussi énormément de choses, ça m'a appris énormément de choses, cette maladie. Les deux hommes sont conscients de leur fragilité et de leur force aussi, de leurs compétences. Ils veulent aussi que l'on porte un regard plus juste sur la santé psychologique. Je crois que personne n'est à l'abri un jour ou l'autre de rencontrer un problème de santé psychique. Je crois qu'il suffit parfois de peu de choses pour que notre équilibre quotidien bascule et que dans ce sens-là, on est effectivement potentiellement tous concernés. Et c'est aussi important de se dire qu'on peut prendre soin de sa santé psychique. Pour prendre soin de sa santé globale, Cyril Gendre a conçu les programmes de la forme. Il est entraîneur, enseignant et chercheur en sciences du sport. Je commence à souffler là. Non, ça va. Ah oui, on peut faire un petit peu de marche dans la montée. La première base, c'est que ça doit être facile en accès. Il faut bien voir que les personnes à qui ça concerne, ces programmes, sont des personnes qui ont toujours vécu l'exercice comme quelque chose de stressant, de trop loin de moi. La deuxième base, c'est la convivialité. Puisqu'on sait, il y a eu plusieurs études qui montraient que pratiquer en groupe, ça va mieux pour mon bien-être, pour ma santé mentale, pour les éléments antidépression, que de pratiquer seul. Et la troisième base, c'est le fait de dire aux personnes, vous avez en vous toutes les ressources pour faire en sorte de trouver votre équilibre dans le mouvement. On ne va pas terminer par du moyen ou du lent, on va terminer par 20 minutes de rapide. Alors bon, ceux qui sont un peu fatigués, qui ont couru dimanche par exemple, il y en a quelques-uns, vous les faites en moyen, forcez pas trop si vous avez les jambes un peu lourdes. C'est bon? On va partir comme ça, on va sortir là-bas, puis on va remonter, on va faire un tour dans le parc. Le bien-être lié à l'activité physique, on le ressent dès la première séance pratiquement. Allez, si la séance est trop difficile, si c'est trop dur, si on répète des efforts trop compliqués, je dirais, pour un débutant, le plaisir n'est pas du tout le même. Donc nous, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche au niveau des programmes, c'est vraiment de permettre aux gens de progresser tout en se faisant plaisir. Donc on essaie de garder les gens dans leur zone de sécurité. Alors de temps en temps, ils vont aller se mettre un peu dans une zone un peu plus rouge pour progresser, mais c'est surtout de les garder dans cette zone-là le plus longtemps possible pour qu'ils retrouvent du plaisir dès les premières séances en fait. Encore 30 secondes. Par exemple, les gens qui jouent aux cartes, ils ont moins de crises cardiaques que les autres aussi. Donc il n'y a pas que l'élément physique. Souvent dans les formations, comme pour Je cours pour ma forme, on me dit attention, ne devenons pas les ayatollahs d'un mouvement absolu. Il y a des gens qui n'aiment pas le mouvement, quoi. Donc pourquoi on leur demanderait forcément du mouvement? On va créer le même mécanisme qu'un mécanisme de stress. Or, il y a des études qui ont montré notamment, par exemple, que des souris qui sont mises obligatoirement à l'activité physique, elles vont moins bien. Donc ce n'est pas l'activité physique en tant que telle, en fait, c'est ce que je crée comme univers qui me donne du temps à moi, dans lequel je me sens bien. Alors effectivement, on est fait pour bouger, mais on n'est pas fait pour être sous la contrainte en permanence, quoi. Ce qu'on sait quand même, par la pratique et par la clinique de ce qu'on peut observer, c'est qu'au fond, tout ce qui peut apporter de la diversité aux individus, vulgairement, si ça nous change les idées, sera bon à prendre et sera plutôt un garant de meilleure santé mentale que si on ne l'a pas. Donc s'il n'y a que le travail dans la vie, par exemple, on sait que ce sera plutôt délicat pour la simple et bonne raison que si ça s'écroule, par exemple, il n'y aura pas d'autres supports qui seront à même d'être soutenants pour la personne. Oui, allô? Un truc qui est amusant avec le recul, c'est que j'avais énormément de sinusite. Donc je passais été comme hiver, j'avais des antibiotiques, j'étais complètement bloquée et tout. Et bien là, ça fait, je touche du bois, ça fait 3 ans que j'ai plus d'antibiotiques. Et mon médecin, il m'avait dit, mais vous verrez, ça va avec. Donc, je me crée moi-même. C'est comme si le corps, il se disait, mais je vais la rendre malade pour qu'elle se repose. Et donc, c'est le cerveau qui, on dit quand même qu'il y a énormément de maladies qui viennent du cerveau, en fait. C'est comme si, voilà, où je me faisais des fractures, n'importe, en faisant rien du tout, maintenant plus rien du tout. Des éléments comme si le cerveau avait envie de dire mais elle va se reposer ou bien mais elle va comprendre qu'il faut qu'elle freine. Puis bon, pour finir, ça a été l'insomnie.
Bah, tu veux pas dormir, tu veux pas te reposer, bah, on va faire en sorte que tu te reposes pas du tout. C'est presque ça. Et puis là, bah, c'est ce qu'il a fallu pour en arriver. Mais il a fallu en arriver très très loin pour que je me rende compte qu'il fallait prendre du repos, quoi. Qu'il fallait arrêter d'aller à 1000 à l'heure tout le temps. Voilà, ça peut pas fonctionner une vie comme ça, c'est pas possible. On peut avoir sur des périodes, bien sûr, mais après, il faut que ça s'arrête. Karine Larcinese a retrouvé sa vitalité, un équilibre de vie, et elle reste attentive à ne pas reproduire les schémas qui l'ont fait souffrir. Savoir reconnaître les signes qui peuvent avoir une incidence sur notre santé est indispensable. Savoir s'écouter, lorsque l'insomnie, les ruminations et les idées noires nous viennent, il faut en parler, ne pas rester seul. Des solutions existent, elles sont peut-être en nous et des spécialistes peuvent aider à les révéler. La santé psychique englobe la confiance en soi, le bien-être, les relations, la capacité à gérer le travail et la vie de tous les jours. C'est un processus dynamique qui évolue sans cesse et qui implique une adaptation permanente.